hypersensible. Dans les premiers contacts avec certaines personnes, ça peut avoir un côté un peu... cette vivacité, cette capacité à parler des émotions, etc., ça peut un peu étonner, voire déconcerter, mais aussi plaire. Ou alors, au contraire, agacer rapidement. C'est assez clivant dès le départ. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon ? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces signes ? Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Alors le mot hypersensibilité, c'est un mot que j'utilise déjà. J'utilise aussi le mot émotivité. Je dirais que comme je vis toutes les choses intensément, l'intensité me semble être vraiment une caractéristique de l'hypersensibilité. Très souvent, on entend parler de douance, ça ne me parle pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai découvert ce mot il y a très peu de temps. Et le mot surdoué, encore moins. C'est-à-dire que c'est un mot qui ne me parle absolument pas pour décrire cette perception très intense des rapports sociaux, des rapports humains. Cette façon, je pense, d'être au monde, de percevoir le monde. Voilà. Comment je la définirais, l'hypersensibilité, peut-être comme une vive réaction émotionnelle à beaucoup de situations. Souvent, ce sont des vives réactions émotionnelles liées à des interactions sociales. Ça peut être d'autres événements, ça peut être la contemplation de, je sais pas, un paysage ou quoi, mais c'est quand même très souvent lié vraiment à des accros sociaux ou une conversation, un mot, des choses vraiment liées aux personnes et à la parole. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que parfois ce sont des petites choses du quotidien qui pourraient être imperceptibles pour certaines personnes et qui, moi, vont provoquer des choses assez... Je pleure beaucoup, donc ça, et que je ne maîtrise pas mes larmes, donc... Ça arrive même dans des situations pour lesquelles je préférerais ne pas pleurer. Par exemple, je pleure au travail. Il y a beaucoup de personnes au travail qui m'ont déjà vu pleurer. Mais je pleure aussi de joie. Donc ça aussi, ça peut être peut-être même parfois encore plus... Ça peut déconcerter vraiment encore autour de moi. La dernière fois que j'ai pleuré, par exemple, de joie, je pense que c'était... j'ai vu un spectacle de danse d'un chorégraphe indien qui s'appelle Akram Khan. Tout d'un coup, pendant le spectacle, déjà, je sentais depuis le début que mon corps bougeait un petit peu en même temps que les mouvements de certains danseurs. Et je me disais, mais il n'y a que moi qui fais ça. J'essayais de vraiment me retenir. Et au bout d'un moment, c'était vraiment le flot de larmes devant la beauté de ce que j'étais en train de voir, quoi. Voilà, donc ça se traduit aussi parfois par une joie assez démesurée aussi, je pense. Oui, il y a d'autres. Je peux donner d'autres exemples dans la façon dont ça se traduit chez moi. Je dirais une observation presque indécente des gens qui m'entourent. Donc je regarde beaucoup les gens, en fait. Je regarde leurs expressions, leurs mimiques, leur coquetterie. Au point que quand j'étais enfant, je me souviens souvent, on m'a dit « Mais Émilie, ne regarde pas comme ça ». Je me souviens avoir entendu cette phrase plusieurs fois, « Ne regarde pas comme ça », parce que je fixais les gens. Ça se traduit aussi par des intuitions sur les émotions aussi des personnes qui m'entourent. De l'empathie, je pense aussi. C'est une forme d'empathie, voilà. Et ça se traduit aussi par toujours un peu trop, c'est-à-dire un peu trop exigeante, un peu trop perfectionniste, un peu trop généreuse aussi parfois. Ça aussi, ça peut déconcerter, je crois. Un peu trop impatiente, un peu trop colérique. Voilà. Le trop, je pense.
l'exagération, tout ça, c'est des choses qui définissent mon comportement, je pense. Ne mets pas d'affect au travail. C'est un peu les autres, parfois, qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille. Par exemple, dans certaines situations, on m'a dit, mais alors, la fameuse phrase « tu mets trop d'affect », qui est donc la phrase qui, pour moi, est la plus incompréhensible, je pense. Par exemple, quand on te dit « mais il ne faut pas mettre d'affect au travail », bien sûr que si. Enfin, je suis là 8 heures par jour, je mettrai jamais de cœur à l'ouvrage si je mettais pas d'affect dans tout ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une phrase incompréhensible et je l'ai entendue très souvent. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ok, mon comportement n'est pas complètement adapté. Voilà, j'ai l'impression que l'affect est un moteur, en fait. Donc dès qu'on me dit que je mets trop d'affect à quelque chose, je me sens vraiment perdue. On me dit qu'il faut se protéger. Ah oui. Ouais, il faut que tu te protèges parce que tu es trop émotif, tu es trop sensible, voilà, ça c'est... face à des situations où j'ai été... qui ont été douloureuses, j'ai aussi moi-même compris que j'avais des émotions assez vives. Voilà, mais c'est pas un événement déclencheur. Qu'est-ce qui est facile ? Je dirais ressentir les émotions des personnes autour de moi, mais aussi, du coup, je pense transmettre parfois le goût de certaines choses ou transmettre. Je pense que je peux décrire facilement certaines situations, donner le goût d'une lecture, de regarder un film, etc. Parce que rien que d'y repenser, en fait, comme les émotions reviennent, c'est facile de transmettre. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là et de donner envie. Donc, je pense que je serai une bonne prof parce que j'ai ce goût-là de la transmission et de sentir comment m'adapter aussi à un public, à un auditoire, pour le toucher particulièrement, pour trouver l'argument ou le mot qui va toucher. Ne pas pleurer, donc essayer de me retenir de pleurer dans certaines situations où j'ai vraiment... par exemple, professionnellement, je pense que ça peut poser problème parfois de pleurer, mais bon, ça m'est arrivé et ça, vraiment, j'aimerais bien trouver les moyens pour que ça m'arrive plus. Donc ça, c'est une première chose, mais après, c'est pas si grave que ça. Après, ce qui est le plus difficile, c'est quand je perds un peu l'équilibre, c'est-à-dire quand j'ai une surcharge émotionnelle... et un espèce d'emballement émotionnel, c'est de là retrouver l'équilibre. C'est-à-dire stopper cet emballement, prendre de la distance par rapport à l'émotion que j'ai ressentie. Quelque chose qui m'arrive souvent, par exemple, c'est si je n'étais pas... si je n'étais pas satisfaite d'une conversation ou un exposé... je sais pas, de toute discussion avec des personnes, etc., je ressasse. Donc ça, c'est vraiment le truc. Donc, je refais la scène, je me revois en train de répéter les mots, de changer les mots. J'aurais pu dire ça à la place de ça. Si, par exemple, j'ai perçu que j'avais vexé quelqu'un ou un peu heurté quelqu'un, je sens ma maladresse, ça, je vais le refaire. Je vais ressasser ça pendant très longtemps. Donc... la difficulté, c'est de stopper ça, quoi. De dire, bon, là, c'est bon, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Cette personne, ça se trouve, ne s'en souvient même déjà plus. C'est-à-dire que j'y accorde tellement d'importance que la difficulté, c'est d'identifier, là, le moment où il faut s'arrêter, quoi. Après, j'ai déjà avancé un peu sur ce chemin-là. C'est-à-dire que j'ai quand même des petits mécanismes qui sont mis en place. La violence. Je sais pas trop ce que c'est une situation de violence parce qu'il y a des choses qui pour moi sont violentes. Par exemple, je te donne un exemple, j'ai l'impression que j'accorde beaucoup d'importance à la politesse. Donc si on se libère du tout le discours politique qui existe autour de la politesse et tout ça pour penser seulement à ce que ça représente la politesse. Dans politesse déjà il y a polir. Et donc pour moi c'est vraiment une façon de polir nos rapports sociaux.
Et donc, je peux être heurtée par parfois une absence d'attention dans la prise de contact. Ouais. Ça peut me paraître violent. Ça m'arrivait d'ailleurs l'an dernier dans le métro. Une personne qui pensait que j'avais fait exprès de la bousculer avec mon sac, chose à laquelle j'essaye de faire attention. Et elle est devenue vraiment très violente. Vous l'avez fait exprès, etc. Et donc là, pour le coup, j'ai réussi à lui répondre, à lui dire « Mais madame, je vous promets, je n'ai pas fait exprès, etc. » Mais par contre, à la fin, j'étais vraiment... Enfin, j'en ai pleuré, quoi. J'étais vraiment heurtée, alors que j'allais juste au boulot le matin dans le métro parisien qui est bondé. Enfin, c'est pas une situation non plus, voilà. Mais ça, par exemple, ça me paraît violent. Mais je pense qu'il y a d'autres situations peut-être qui pourraient être considérées comme plus violentes dans les mots, etc., où je vais au contraire moins réagir parce que je vais pas percevoir... La violence s'exprime vraiment, je trouve, par la parole. En tout cas, moi, je l'aperçois comme ça. Mais... Alors déjà, j'essayais de me demander si dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes hypersensibles ou pas. Je crois pas, particulièrement dans mon entourage proche. Enfin, j'ai des amis où je me dis, mais déjà, on n'en a jamais parlé. Et puis, je pense pas m'être entourée, tu vois, un peu inconsciemment que de personnes hypersensibles, même si je pense que j'ai des affinités qui se créent forcément avec des personnes hypersensibles. Dans les premiers contacts avec certaines personnes, ça peut avoir un côté un peu... cette vivacité, cette capacité à parler des émotions, etc., ça peut un peu étonner, voire déconcerter, mais aussi plaire. Ou alors, au contraire, agacer rapidement. C'est assez clivant dès le départ. C'est un peu ce que je me suis dit. Après, je me suis demandé quand même si mon père n'était pas un hypersensible. Il parle pas beaucoup, donc encore moins de ses émotions, etc. Mais pourtant, je perçois quand même des signes de forte réaction émotionnelle que je reconnais aussi chez moi, quoi. J'ai l'impression qu'on est fait de la même terre, quoi. Il y a quelque chose un peu, on est modelé un peu pareil. Voilà. Ma mère est très émotive aussi. Et elle parle aussi peu. Enfant des champs, étudiante des villes. Donc j'ai grandi à la campagne, en Dordogne. Donc j'ai une enfance vraiment à la campagne, dans le sens où j'avais de grands espaces, beaucoup de lieux où m'exprimer, où contempler aussi. Je pense que ça m'a aidé à... j'ai développé des capacités de contemplation, de rêve, etc. Donc ça, c'était... je pense à ces choses. C'était assez heureux aussi dans le sens où j'ai toujours été encouragée aussi, je pense, à m'exprimer, à faire des activités. J'étais... je sais pas, quand je pense à mon enfance, je me sentais quand même plutôt assez libre. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas déjà des signes, en tout cas des situations qui ont pu être douloureuses. Je sais que... je me souviens que j'étais déjà perfectionniste, déjà je voulais aider, je voulais faire bien. Et je me souviens même que... Je pense que les situations peut-être les plus violentes comme ça, c'était parfois des réflexions d'adultes, en fait, sur cette façon d'être. Par exemple, j'ai entendu enfant quand même des Madame Parfaite. Donc quand tu es petite fille, qu'on te dit Madame Parfaite et que tu perçois, bien sûr, la pointe de mépris qui va avec, ça c'est extrêmement douloureux. Et je m'en souviens de situations comme ça. Donc, et en même temps, j'avais cette recherche de contact des adultes. C'est-à-dire que j'aimais être avec des personnes plus âgées que moi assez tôt. J'aimais le contact des adultes. Avec les autres enfants, j'ai toujours été hyper sociable, hyper impliquée. Ça, c'est peut-être une différence parfois, parce que j'ai pas eu du tout de réflexe de repli. À part, effectivement, certaines récréations passées au CDI, parce que j'étais à la recherche de calme. Mais j'ai toujours été très entourée avec
beaucoup d'amis, j'étais dans toutes les associations, j'étais déléguée de classe. Alors ça va... Là, on rejoint un peu la notion de je veux bien faire, je veux être un peu justicière ou un truc... Enfin, j'ai de l'empathie et donc ça m'intéresse de... Alors déjà, j'ai quitté la campagne à 18 ans pour aller à la ville. J'avais jamais vécu en ville de toute ma vie et tout ça. Donc là, ça a été vraiment une grosse marche dans ma vie. J'ai commencé par une prépa littéraire aussi. Et en fait, ça me paraît avoir été une période assez heureuse. C'était une période où ma curiosité était vraiment stimulée à 300%. Donc j'avais la sensation de me remplir de connaissances, de découvertes littéraires, philosophiques, historiques, vraiment à longueur de journée. Et nos rapports sociaux, enfin, les rapports avec les autres élèves de classe préparatoire étaient assez bons, en fait, assez solidaires, etc. Donc, j'ai pas... seul le rythme était assez violent, enfin, était très soutenu, éreintant, mais finalement, j'avais une espèce de stabilité émotionnelle pendant ces 2 années-là. Alors peut-être que j'ai réussi l'exercice de me blinder complètement à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'y repense, j'ai pas de regrets et j'ai pas d'accros sociaux trop forts qui m'auraient marqué et qui m'auraient vraiment impacté. Non, pendant très longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire parce que j'étais un peu touche à tout. J'aimais un peu toutes les matières à l'école. J'avais pas vraiment de... Voilà, après, j'avais un profil plutôt littéraire, mais j'ai quand même fait un bac S. Voilà, je naviguais un peu, je me suis un peu laissée porter jusqu'au moment où il fallait choisir après le bac. Je me suis dit, bon, une prépa lettres, ça peut être pas mal. Et en plus, il y avait encore des maths dans cette prépa-là. Donc, je me suis dit, allez, ça va le faire. Mais j'ai un peu navigué à vue jusqu'à... Donc après la prépa, je suis allée à Sciences Po Bordeaux, donc j'ai fait des sciences poétiques, c'était complètement différent. C'était toujours très généraliste, toujours lié à la culture générale. J'ai un peu toujours dit que j'allais être prof, mais tu vois, là j'ai 28 ans, j'ai rien fait pour être prof encore. Donc voilà, après ça pourrait être une vocation. J'y pense souvent. J'ai toujours été dans les associations sportives, mais pas parce que j'avais je pense, une appétence pour un sport en particulier, mais vraiment parce que c'était un défouloir le mercredi après-midi, que on était très entourés, c'était social, enfin c'était un exercice social, je m'entourais beaucoup, voilà. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai même fait, donc quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait du théâtre d'improvisation. Donc qui représentait quand même une énorme, je pense, mise en danger émotionnelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était des exercices où on avait des fous rires à chaque fois, mais aussi parfois je rentrais, je me disais mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est tellement instinctif parfois. Et c'était un peu la continuation logique après le théâtre classique où la parole était déjà écrite. Là, c'était un moyen d'expression assez total, assez complet. Donc ça, et j'ai toujours fait de la danse aussi, un peu de musique. En fait, j'ai jamais eu vraiment de spécialité. En fait. C'est presque comme si je changeais tous les 1 ou 2 ans pour découvrir une nouvelle expérience. Là, j'ai un peu trouvé, là, maintenant, je danse le swing et j'ai l'impression que ça me correspond vraiment. Et c'est la première fois que je suis aussi... que je danse pendant 4 ans, 5 ans, toujours la même danse et que j'y retourne et ça m'épanouit vraiment et tout ça. Mais je crois que c'était vraiment la première fois que ça m'arrive, quoi, que je m'accroche vraiment sans passer à autre chose, que la curiosité reste maintenue d'année en année. J'ai un peu écrit aussi à un moment. Là, j'écris beaucoup moins. Mais j'ai jamais fait d'atelier d'écriture ou de choses comme ça. C'est pas pour rien que je travaille dans un monde plutôt créatif, avec des gens qui m'inspirent, qui eux-mêmes sont assez sensibles à beaucoup de choses, qui parlent bien.
n'ai pas fait le test. En fait, déjà aussi parce que douance, voilà, c'est un mot que je connaissais pas. Surdoué, ça me parle pas. J'ai l'impression que c'est une autre catégorie de personnes. je m'associe pas du tout. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de matérialiser tout ça. Tu sais, il y avait une mode il y a pas longtemps, un peu sur les profils psychologiques, il y avait les pervers narcissiques. Et là, j'ai l'impression que maintenant, ce sont les hypersensibles. Et j'ai un peu peur que ça devienne une caricature psychologique, en fait, et que les traits soient simplifiés. Et que, donc, je préférais pas dire à quelqu'un je suis hypersensible, parce que j'aurais trop peur après d'être un petit peu définie par ces traits, j'ai peur de perdre la nuance, voilà. Et donc du coup le test, ça serait aussi, ça matérialiserait ça aussi peut-être. Donc j'ai pas forcément envie de ça. Je préfère continuer de trouver les moyens pour m'en sortir, quoi, on va dire. Je préfère continuer de chercher vraiment des choses très pratiques à appliquer au quotidien. Reconnaître les situations, mettre à distance mes émotions. C'est ce qui m'attire plus, je pense. Donc, la sophrologie, tu vois, ces choses-là, voilà, c'est des choses qui m'intéressent, où je me dis, bon, là, pragmatiquement, là, je peux trouver des outils, en fait. J'essaye de construire ma boîte à outils pour... Du coup, j'ai quand même lu un peu des choses. Mais la première porte d'entrée, en fait, je suis tombée sur des articles qui parlaient d'enfants hypersensibles. Et en lisant des articles sur des enfants hypersensibles, je me suis dit, mais ah oui, je coche quand même certaines cases, ça me rappelle mon enfance. Donc après, j'ai ouvert et j'ai lu, mais j'ai pas lu non plus, tu vois, des essais. Enfin, j'ai pas lu de trucs très sérieux, je crois. J'ai un peu scrollé sur Internet et voilà, je sais pas si j'ai ce besoin-là. Ouais, je te dis, vraiment, j'ai besoin que ça soit pragmatique, quoi. Puis surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune personne qui coche toutes les cases non plus. Colette et Agnès Varda. Alors, je suis une grande lectrice de Colette. Je l'ai découvert très tôt parce que ma grand-mère lisait beaucoup aussi Colette. Donc je l'ai lu vraiment très jeune. Enfin, j'étais adolescente, voilà. Et donc en plus, au moment où tu commences à avoir des flots émotionnels, ça m'a tout de suite beaucoup parlé, beaucoup touchée. Elle parle beaucoup de ces. Enfin, vraiment pour moi, c'est une personne qui a su vraiment décrire toutes ces tempêtes intérieures. D'ailleurs, tempête, c'est un mot qu'elle emploie beaucoup, puisqu'elle utilise beaucoup d'éléments naturels, etc., liés à la météorologie, à la nature. Il me semble, je ne sais plus dans quoi c'est, il me semble que c'est dans La naissance du jour, peut-être, je ne suis pas certaine. Elle avait une phrase qui disait « Viens l'orage, viens vers moi, puisque je ne peux pas t'éviter ». Et en fait, cette phrase me parle beaucoup, parce que je sais que l'orage vient sur moi, et en même temps, je sais que c'est ce qui me rend vraiment vivante, qui me donne cette vivacité, etc. Donc j'aime beaucoup ça, quoi. Je trouve que Colette, elle allait... vraiment, elle se mettait en danger aussi. Enfin, elle allait au-devant de tout ça, quoi. Elle a jamais eu... Je pense que c'était clairement une femme qui avait beaucoup d'émotions, des émotions très fortes, etc. Mais elle y allait, quoi. Elle a jamais hésité. Elle me touche aussi parce que, comme j'aime beaucoup observer les gens, elle a quand même fait des portraits d'une justesse et d'une finesse qui sont troublants. Côté cinéma, j'aime beaucoup les films d'Agnès Varda aussi. Bon, pour sa poésie, forcément. Aussi pour les portraits qu'elle a pu faire de certaines personnes, ou en tout cas la façon dont elle a donné la parole à certaines personnes. Par exemple, dans Les glaneurs ou la glaneuse. Non, Les glaneurs et la glaneuse, ou La glaneuse et les glaneurs, je sais pas si tu as vu ce film. Elle donne la parole à des gens qui glanent, c'est-à-dire qui se penchent pour ramasser. Donc à la base, c'est une notion qui est agricole, donc c'est les gens qui se baissent pour ramasser des pommes de terre, voilà, mais aussi ces gens qui ramassent dans les milieux urbains des choses, donc après le marché ou dans la rue, etc. Elle leur donne la parole, et vraiment, elle leur donne la parole avec
c'est pas du tout une objectivité en fait, parce que c'est au-delà de ça, avec une bienveillance qui me touche assez. En fait, elle a un rapport très poli justement quand elle donne la parole à quelqu'un. Puis sa poésie, quoi, la fin de Cléo de 5 à 7, je peux la regarder en boucle, vraiment. C'est sa liberté aussi qui m'impressionne. En tout cas, c'est vrai que quand je vois un film d'Agnès Varda, je me dis, mais quelle liberté. C'est-à-dire que si à un moment, elle a envie de tourner la caméra et de se filmer elle-même pour rajouter un petit commentaire, enfin, pour s'exprimer, en fait. Son expression est vraiment assez totale, quoi. Donc ça me fascine et ça me donne envie de faire des films comme elle, quoi, vraiment. Danser tous les jours. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 28 ans, je travaille donc dans un groupe de presse plutôt côté jeunesse. Voilà, je suis commerciale, donc commercial dans un groupe jeunesse, tu racontes des histoires, tu vends pas des chaussures quand même. Je suis pas arrivée là par hasard, je pense. Et donc le monde de la jeunesse aussi me va très bien parce que j'ai un intérêt très fort pour la jeunesse, l'observation de la jeunesse, le passage à l'âge adulte aussi, enfin en tout cas les différentes étapes dans la progression dans la construction de ta personnalité. J'ai une vie plutôt citadine aujourd'hui puisque j'habite à Paris, voilà, mais j'ai quand même très souvent besoin de m'échapper, de pouvoir ralentir le rythme et puis m'adonner à la contemplation un peu, chose que j'oublie, je pense, de faire. Je suis quasiment certaine que je changerai de métier. On a parlé de l'enseignement, mais j'ai toujours tu sais, souvent pour m'équilibrer, je pense en termes de piliers. Donc j'ai identifié quelques piliers qui étaient un peu obligatoires pour moi, et donc quand il y en a quelques-uns qui sont un peu à deux doigts de se casser la gueule, j'essaye d'équilibrer les autres. Voilà, bon, je sais pas, ça doit être une image un peu... Et voilà, et donc j'ai quand même identifié là dernièrement que le pilier créativité était en fait obligatoire. Je l'avais pas mis parce que tu vois, j'avais mis relations amoureuses, stabilité au travail, bien-être, on va dire, corporel et aussi mental, etc. Mais là, vraiment, je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment besoin de créer des choses, c'est-à-dire de faire quelque chose de mes idées, de faire quelque chose de justement cette hypersensibilité, ces ressentis. Je prends beaucoup de notes à longueur de journée, tu vois, mon téléphone est rempli de petites notes, voilà. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, et ça c'est quelque chose, je pense, qui m'équilibre et qui... Il y a 3-4 ans, j'ai écrit un petit livre avec une copine qui a illustré, qui a fait des illustrations. C'était mon premier un peu projet artistique et tout ça. Chose que j'assume plus trop parce qu'avant ça, voilà, je pense que c'est un parcours classique quand t'es un peu touche à tout, que tu veux tout essayer, et parfois le résultat te plaît, parfois ça t'assume plus. Et là, en ce moment, je fais un film, enfin un court-métrage. Je me suis entourée de personnes chouettes pour le faire. Et ça a beaucoup de valeur, justement, aussi, je trouve, dans ce projet-là. J'ai envie d'en faire d'autres. Peut-être du documentaire sur les prochains, parce que là, c'était de la fiction, mais effectivement, j'ai des envies un peu de faire du documentaire. J'avais envie d'écrire des chansons aussi pour un copain qui fait de la musique. Voilà, j'ai toujours plein de petits projets. Je travaille sur un projet de festival aussi, festival d'art en Dordogne. Je danse. Alors la danse, c'est entre sport et art. En tout cas, c'est un vrai moyen d'expression au quotidien presque, puisque je danse presque tous les jours, je crois. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.